On est parti et donc on va parler de Redux et plus particulièrement donc de Redux Toolkit et de comment faire une migration étape par étape de Redux vers Redux Toolkit. Alors, je vais me présenter très, très rapidement. Donc moi, c'est Maxime. Donc je travaille chez Bedrock et je suis tech lead au sein des équipes TVJS. Et comme le nom le laisse suggérer, on prend un site web en JS et on le met dans une télé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura sans doute l'occasion d'en reparler à l'occasion. On peut me retrouver sous, le pseudo Jean Smo en général, que ce soit sur Twitter ou GitHub, il y a pas vraiment de raison, c'est juste que le nom me plaisait et sinon sur mon site perso où je publie des articles, même si ça fait très longtemps que je n'ai rien écrit. Mais du coup, on va commencer. Alors Redux, c'est quoi? Alors c'est une conf vraiment orientée pour les personnes qui ont déjà fait du Redux, donc qui ont déjà utilisé Redux, donc pour les autres, je suis désolé, mais ça va être un peu chaud à suivre. Juste histoire que je prenne la température dans la salle, qui a déjà utilisé Redux? Bon, ça va. C'est Ouais, vous, je savais. Du coup et qui maintenant a utilisé Redux Toolkit parmi ces personnes? Ouais, donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a pas trop de mains levées et du coup, le but, ça va aussi d'être, de vous donner l'envie, d'essayer, pourquoi pas, passer sur Redux Toolkit. Peut-être que vous percevrez quelques avantages à migrer ou pas. Ça, on verra. Et du coup, Redux, c'est quoi? Donc, selon Wikipédia, donc une librairie JS, ça tombe bien, on est en Lyon JS. Donc, ça a été créé par Dana Braboff et Andrew Clark et maintenu maintenant par Mark Erickson et Tim Dorr. C'est inspiré de choses, donc le pattern flux, qui est un pattern poussé par Facebook pour gérer des états globaux. Le langage Helm, très inspiré, donc un langage fonctionnel fait pour faire du front. Et c'est une notion d'immutabilité qu'on retrouve dans Redux, donc notamment inspiré de choses comme Immutable.js. Donc, et c'est un gestionnaire d'état global. Donc, en gros, c'est des valeurs, si je caricature à mort, mais c'est des valeurs dans un gros objet JSON qui décrivent l'état à un instant donné d'une application. Je vais présenter Redux, c'est un bien grand mot, hein. Je vais juste m'assurer qu'on parle bien le même langage quand on parle de Redux. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Un action creator, un dispatcher, un reducer. Donc, on va revoir ces termes très rapidement, histoire que je ne parle pas dans le vent. Une action, c'est juste un objet avec un type. Donc effectivement, c'est une action, c'est ce qui va transiter au sein du système Redux, mais pour que ça fonctionne, il faut nécessairement qu'il y ait cette clé type. Elle peut avoir n'importe quelle autre clé, mais absolument une clé type. Et après, la clé type, ça doit être une chaîne de caractères. Il y a des conventions pour les actions. Je ne sais pas si vous le savez, ça, mais du coup, il y a, quand on veut ajouter des données additionnelles, on va avoir tendance à stocker ça sous une clé payload. Et lorsque on va vouloir dispatcher une action pour notifier Redux justement qu'il y a eu une erreur, sous une clé erreur, ça tombe sous le sens. Et il y a une dernière clé que je n'ai pas notée ici, qui est la clé méta. C'est si vous avez des métadonnées à stocker pour vos actions. Donc bien sûr, ces conventions sont utilisées par Redux Toolkit. C'est pour ça que je vous les présente maintenant. Ensuite, on va parler un action creator. C'est ni plus ni moins pour une fonction qui retourne une action. Donc c'est pour se faciliter un petit peu la vie. Lorsqu'on manipule Redux, on va pas toujours passer par, on va plutôt passer par des fonctions, histoire de simplifier un petit peu l'usage. Le dispatcher, c'est c'est une fonction qui permet de dire à Redux: j'ai besoin de faire une mise à jour dans l'état de mon application. Et c'est la seule manière de mettre à jour l'état d'une application Redux. Donc, on y a accès. Donc là, je montre l'exemple de comment initialiser un store. Donc, on y a accès directement via un store.dispatch, et dans les actions, dans les applications React, il y a d'autres manières de le récupérer via notamment React Redux, ce genre de choses. Et donc, ce store.dispatch, il prend comme argument une action ou alors un action creator que l'on retourne, mais un action creator, voilà, ça retourne une action. Donc en fait, il prend toujours une action. Ces actions, lorsque elles vont être dispatchées, il y aura un diagramme à la fin qui résume un petit peu tout ça, et c'est juste pour qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Ces actions, elles vont être captées par des reducers. Donc, le but d'un reducer, c'est de modifier l'état, un état initial, et de retourner en fait ou non un état final. Donc, exemple, si je dispatch une action, effectivement, souvent c'est présenté effectivement sous la forme d'un gros switch case. Si je dispatche une action dont le type est user fetch success, alors je vais vouloir mettre à jour mon état initial ici et stocker
donc le action.payload, donc la liste d'utilisateurs que je reçois voilà, de n'importe où. Peu importe d'où je la reçois, mais je vais vouloir stocker ici, dans ce tableau, la liste de mes utilisateurs. En revanche, si j'ai une action to-do/fetch success, ce réduceur-là, on peut avoir plusieurs réduceurs, ne va rien faire du tout. Voilà pour la partie point de vocabulaire. Après, il y a un live coding et une application. C'est juste, je vais repasser un petit peu sur ces notions aussi pendant le live coding. Et du coup, schématiquement, qu'est-ce que ça donne? Et là, on ajoute une nouvelle brique. Donc, tout à gauche, oui, donc la partie composant. Donc, on a une interface utilisateur. La première flèche, l'utilisateur va interagir avec notre interface utilisateur. Le dispatcher, et on imagine qu'on va dispatcher une action. Cette action va être attrapée par les réduceurs. Ces réduceurs vont générer un nouveau state. Et ensuite, ce state, lorsqu'il est modifié, par exemple, si j'ai ma liste d'utilisateurs, je vais vouloir, par exemple, l'afficher. Et je vais mettre à jour voilà, mon state. Donc, voilà comment ça se passe. Si jamais, oui, vous n'avez jamais fait de Redux, je comprends que ce soit un petit peu chaud. J'ai bien galéré aussi au début. Et du coup, Redux Toolkit, c'est quoi finalement? L'équation, c'est la suivante. RTK, c'est Redux plus des stéroïdes, en gros, un bon paquet de fonctions utilitaires qui sont super pratiques, qui nous permettent de gagner du temps. Ça permet d'abstraire pas mal de notions aussi qui sont requises pour comprendre et pour utiliser Redux. Donc, on comprend un petit peu moins ce qu'on fait, mais ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, c'est parti. On va commencer. On va coder. Enfin, je vais coder plutôt. Hop. Hop. Et donc, l'application que je vais utiliser, elle se contente donc de... Il y a un bouton, et ce bouton fetch une API. Et tout mon code, et le code que l'on va modifier, c'est ici contenu dans le fetch-slice. Je vais voir ça sous Chrome. Hop là. Et donc, voilà. Donc, l'application, c'est la suivante. Je clique. Lorsque je cherche à requêter mes données, j'ai un petit chargement qui apparaît, et lorsque j'ai mes données, eh bien, elles apparaissent bien. Si on regarde un petit peu ce qui se passe donc, dans les DevTools de Redux, si je recharge, j'ai mon état initial, donc j'ai mon statut, donc idle, c'est-à-dire je n'ai encore rien fait. Lorsque je clique, je passe sur un statut pending, et lorsque j'ai reçu mes données, je passe sur un statut succeed, et aussi, j'ai récupéré l'intégralité de mes données. Ouais, ouais, bien sûr, effectivement. C'est mieux comme ça, ouais. Et niveau VS, vous voyez bien ou pas? Ou s'il faut zoomer? Non, ouais, je vois qu'au fond, on me dit que ça va, donc on va considérer que ça va. Du coup, il y a alors, petite précision, pourquoi je stocke mes données comme ça? Donc là, c'est pas propre, hein, c'est-à-dire l'intégralité de mes ID dans un tableau et aussi l'intégralité de mes données sous un couple clé-valeur, où la clé, c'est l'ID et la valeur, c'est vraiment la donnée que je veux afficher. C'est pas propre à Redux Toolkit, c'est Redux qui encourage ce genre de pratique, qui encourage derrière aussi la normalisation du state et tout un tas d'autres bonnes pratiques. Et donc, RTK, ça va permettre de faciliter en fait, la mise en place de ces bonnes pratiques. Et on est parti. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on a fait le tour d'un point de vue fonctionnel, on va regarder un petit peu ce que ça donne côté technique. Donc, j'ai ici deux action creators, on a vu la notion juste avant, donc des fetch post pending, fetch post succeed, et donc avec à chaque fois un type nécessairement, et là, vu que j'ai des données additionnelles, lorsque je reçois mes données, je vais avoir un payload. Et la première action qui est dispatchée, donc ça, je ne l'ai pas présenté en introduction, c'est donc un sunk. C'est quoi? C'est un petit peu comme un action creator, mais plutôt que de retourner une action, un objet avec un type, on va retourner une fonction, et même une fonction ou une promesse. Et du coup, la fonction que l'on retourne, elle prend en paramètre ce fameux dispatch, et donc on a le droit de venir appeler dispatch à l'intérieur de cette fonction. Donc, je ne rentre pas dans le détail du sunk, il vaut mieux aller voir la librairie, même lire le code parce qu'il est tout petit. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque j'appelle fetch post, je vais dispatcher, c'est ce que vous avez vu, un fetch post pending une première fois qui va me permettre de voir mon chargement affiché. Et lorsque j'ai bien reçu toutes mes données, je fais un fetch post succeed justement pour afficher mes données. Et mon reducer, donc le fetch post pending, il modifie le status à pending comme on l'a vu. Et après, le fetch post succeed fait la petite tambouille plus met les données au bon endroit. Et donc, on va commencer à modifier tout ça. Mais avant de commencer à modifier ce fichier-là, on va voir
comment déjà s'initialise un store Redux de manière standard et comment s'initialise un store Redux avec Redux Toolkit. Donc là, même si je fais mes imports depuis RTK, j'utilise les API un peu old school. Donc, c'est comme ça. Et moi, les premiers stores que j'ai initialisés, c'était toujours un peu galère. Je ne comprenais pas tout ce que je faisais. Il y avait pas mal de copier-coller. Avec RTK, ils ont simplifié à mort, du coup, la création du store. Et tout se passe avec, du coup, la fonction, la méthode, la fonction configure store. Donc, j'ai mon store, j'appelle configure store. Si on regarde un petit peu ce que ça prend des réduceurs. L'autre aussi prend des réduceurs. Donc, l'autre façon de faire prend aussi des réduceurs. Mais là, j'ai uniquement besoin de faire ça. Et je peux virer tout le reste du code. Déjà, on a gagné des lignes à ce niveau-là. Hop, ça, on peut virer. Et on peut virer aussi ça. Voilà. Donc, un fichier d'une quinzaine de lignes, peut-être même un peu 15-20 lignes, on est passé à 10 lignes. Et alors, il y a un intérêt de faire ça. Alors, petite précision, tout ce qui fonctionne en Redux traditionnel fonctionne avec Redux Toolkit. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore migré dans vos actions, dans vos réduceurs, vers la nouvelle syntaxe que je vais présenter juste après, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez déjà commencer à faire ça et il y a un gros intérêt. Si on va regarder dans mon réduceur, parce que ce configure store, bah, en plus d'être plus léger, il ajoute en plus des fonctionnalités qui vont nous aider au développement. Là, dans un réduceur, il faut toujours retourner un objet avec une nouvelle référence. On ne modifie jamais l'état initial, on retourne toujours un nouvel état et on ne modifie jamais les références. Là, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc une erreur et je vais provoquer une erreur. Et je vais modifier une référence. Donc ça, c'est interdit normalement. Donc là, j'appelle et du coup, là, j'ai RTK qui me dit « Attention, tu es en train de modifier une référence ». Dans un Redux normal, je n'ai pas ce genre de message. Donc déjà, juste un point de vue expérience développeur, on a une progression parce que maintenant, on a des messages d'erreur lorsqu'on fait n'importe quoi. Donc il y a ceci, il y a celui-ci et il y a un autre middleware aussi qui est ajouté en sécurité pour éviter qu'on dispatche autre chose que vraiment des objets, des chaînes de caractères, des nombres. Voilà, si on fait dispatcher un new error, c'est interdit. Donc du coup, il va aussi y avoir cette vérification qui va être faite pour nous éviter de faire n'importe quoi. Hop, je restaure le code. Et maintenant, on est parti. On va commencer à utiliser les utilitaires de Redux Toolkit. Les premières, la première chose à laquelle on va s'attaquer, c'est, donc on va commencer voilà, doucement, histoire de... C'est nos Action Creator. RTK nous fournit un utilitaire qui s'appelle Create Action. Donc on l'importe, et si on regarde ce qu'il prend en paramètres, il prend un type. Effectivement, une action, ça a toujours un type, donc rien de surprenant. Donc je vais lui passer comme type mon fetch post pending, qui est une chaîne de caractères. Et on voit aussi, si je survole, ce que ça retourne un Action Creator. Un Action Creator, c'est littéralement ce que j'ai ici. Voilà, c'est une fonction qui retourne un objet. Donc, l'Action Creator que j'ai en dessous, plutôt que de l'écrire comme ça en 3 lignes, je peux l'écrire comme ça en une ligne. Donc, si je n'ai rien cassé pour le moment, là, vu que je suis dans ma partie pending, je dois toujours bien voir mon chargement qui s'affiche. C'est toujours le cas. Donc, je ne vais... Alors, ça va être très redondant parce que si tout se passe bien, en fait, l'application ne doit jamais modifier. C'est juste la quantité de code qui va drastiquement diminuer. Mais du coup, ce sera toujours ce petit test de est-ce que j'ai bien le chargement qui apparaît et est-ce que j'ai bien ma liste de données ma liste d'utilisateurs qui apparaît aussi. Donc là-dessus, ça fonctionne bien et je peux faire pareil. Je vais appliquer la même stratégie sur mon fetch post succeed. On est parti et je retente. Et donc là, c'est si mes données s'affichent bien, alors c'est gagné. Ça s'affiche bien, c'est gagné. Alors, il peut y avoir, ça peut être un petit peu déconcertant, mais parce que ce que je faisais avant dans mon Action Creator, je disais explicitement, si tu reçois post en paramètre, tu l'attribues, donc le post, tu vas l'attribuer à la clé payload. Et bien, le create action, ce qu'il fait, c'est si on ne passe aucun paramètre à cet Action Creator comme ici, alors la clé payload sera vide. Si on lui passe un paramètre ici, il se débrouille tout seul pour mettre la valeur dans la clé payload. C'est pour ça que j'ai parlé au tout début, effectivement, des conventions des actions, et notamment de cette clé payload qui doit recevoir en fait toutes les données additionnelles. OK, on a déjà un petit peu progressé. C'est
Du coup, ces action creators retournés par le create action, ils ont aussi un autre avantage. Et si on regarde un petit peu ce qu'ils nous retournent, on voit donc, il y a, alors je ne l'ai pas fait avant, mais on n'avait pas, donc, et maintenant on a une clé type. Cette clé type, on va aller regarder ce qu'elle contient. Console.log, machin. Et on va aller voir encore. Donc, elle contient notre type d'action. Donc, ça nous retourne notre chaîne de caractères. Ce qui veut dire que je peux aller la réutiliser. Donc, l'intérêt ici de définir mes action types au-dessus, c'est pour éviter les typos. Et donc, si je descends un petit peu dans le code, ces action types sont aussi utilisés ici dans mes réduceurs. C'est pour éviter les typos. Mais là, ces action types, vu que j'y ai accès via mon action creator, je vais aussi pouvoir les supprimer. Ici, ce que je peux faire, c'est action type. Pareil, on reteste et ça fonctionne. J'ai bien mon chargement qui apparaît. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est je prends ça, je le mets là et j'ai supprimé des lignes. Je vais faire pareil pour le fetch post succeed et on a supprimé des lignes. En n'oubliant pas surtout de venir remplacer aussi ici. Et a priori, mon application doit fonctionner. Donc là, on a réduit la taille de nos action creators et supprimé nos action types. Première étape. Et ça fonctionne toujours, grâce à ce petit utilitaire. Donc create action. La deuxième étape, on va aller s'attaquer du coup à celui d'en dessous, on va s'attaquer au sunk. Et donc lui, il y a aussi un utilitaire qui est le create async sunk. Si on regarde ce qu'il prend en paramètre, il prend aussi un type. Le type que je vais lui assigner, c'est, je veux dire, fetch post. Voilà, ce sera le nom de la méthode. Je la renomme histoire fetch post de le temps de finir le refacto. Fetch post. Et en second paramètre, donc ça va prendre, donc eux ils appellent ça payload creator. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de callback qui reçoit comme premier argument donc tous les paramètres. Donc bah, moi ici j'en passe pas, mais tous les paramètres qu'on pourrait passer à un sunk, à cette fonction-ci. Et comme moi j'en ai pas, bah, je vais les args, je vais pas les utiliser. Par convention, je mets un underscore devant. Et ensuite je reçois en second paramètre une sunk API. On va aller voir un petit peu après ce que c'est et voir comment l'utiliser. Pour l'instant, on n'en fait rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est ni plus ni moins. Je vais prendre l'intégralité des lignes 27 à 34 et je vais venir les mettre dans la fonction de callback qu'il y a ici. Je vais juste faire un déplacement. Hop, je prends ça et je vais aller supprimer ceci. Je n'oublie pas de définir ma fonction ici comme asynchrone, de l'exporter pour qu'elle soit accessible. Et il y a quand même une petite erreur, effectivement, j'ai plus accès à mon dispatch. Pour retrouver l'accès à mon dispatch, justement, il va falloir passer par cette Sunk API. On voit ici, ce second paramètre que je reçois me donne accès à mon dispatch. Donc, je vais aller l'utiliser ainsi. Donc, ce que j'ai fait là, c'est j'ai juste pris le code qui existait, je l'ai glissé en fait dans une autre fonction de callback. Ni plus ni moins, c'est juste un changement de syntaxe. Et là, ça fonctionne toujours bien. En revanche, on va aller voir côté DevTools ce qui se passe, parce qu'il y a eu un petit changement. Et le petit changement qu'il y a eu, c'est qu'ici, vous pouvez voir, il y a un fetch post slash pending, et en dessous, il y a un post slash pending. A priori, ces actions, elles ont un nom qui est relativement proche, donc elles devraient faire la même chose. Ce qui se passe, en fait, c'est que le create async sunk dispatche de lui-même l'action slash pending, et lorsqu'il a fini, l'action slash fulfilled. Et je ne le montrerai pas ici, mais slash rejected quand il y a eu une erreur. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire en plus, c'est supprimer ces deux lignes-là, et donc les action creators associés, parce qu'en fait, le create async sunk se débrouille très bien tout seul. Et c'est comme ça qu'on peut migrer voilà, progressivement vers Redux Toolkit. Donc, je vais commencer avec le pending. Hop, je supprime l'action. Donc là, je ne devrais avoir juste un seul pending qui est dispatché. C'est bien ça. J'ai celui du async sunk. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, j'ai plus mon chargement qui apparaît. Ça, c'est problématique. C'est pas très grave. Je peux, donc l'histoire, ça va être comme ce qu'on a fait un petit peu avant. Le fetch post, on va regarder un petit peu ce qui nous retourne, l'autocomplétion. Elle nous retourne effectivement, donc ici le fulfill et elle nous retourne du pending ici.
C'est ça qui va m'intéresser. Et le pending, comme mon action creator tout à l'heure, me donne accès à une clé type. Si je console log cette clé type, je récupère bien mon fetch post /pending. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais aller mettre ça dans mon reducer. Et ici, et donc là, je retrouve bien mon chargement. Encore une fois, on dégage du code parce que de toute façon, ce qu'on faisait avant, on réinventait la roue. Donc, celui-ci peut disparaître, celui-ci peut disparaître aussi, et donc du coup, dans un create à 5.5, du coup, la fonction de callback, si vous voulez du coup rendre de la donnée accessible, il faut donc non pas la dispatcher, mais il faut simplement faire un return dessus. Voilà, encore une fois, c'est juste une autre syntaxe. Mais du coup, on n'a plus besoin de la 5 API, on n'a plus besoin des arguments ici, on n'aura plus besoin de notre action creator. Ah ouais, là, c'est la partie où on dégage le plus de code. Et ici, fetchPost.fulfilled.type. Parce que, voilà, ce fameux create à 5.5 me donnait déjà accès à tout ce dont j'avais besoin. Donc tout le code que j'avais au début, j'ai pu le virer parce que il y avait déjà ça qui faisait parfaitement l'affaire. Et donc là, si on re-regarde côté Redux, je n'ai plus qu'une action de pending qui est dispatchée, qu'une seule action de succès, fulfilled, on l'appelle comme on veut, et j'ai toujours bien mon chargement qui apparaît et mes données qui apparaissent lorsque j'ai fini mes requêtes. OK. Ensuite, on va continuer de descendre un petit peu dans le code. La dernière étape, du coup, du moins pendant ce talk, ça va être de s'attaquer au reducer. Et donc, de manière analogue aux autres, ça commence par create quelque chose, et là, c'est create reducer. Donc, create reducer, qu'est-ce qu'il prend en premier paramètre? Un initial state. Ça tombe bien, j'en ai un sous la main. En second paramètre, il prend donc, ce qu'ils appellent un builder callback. Alors, builder callback, donc c'est une fonction de callback qui reçoit en argument un builder. Ce builder, on va aller regarder avec l'autocomplétion ce qu'il nous offre. Un add case. En fait, ça va littéralement être un changement de syntaxe par rapport au switch case que j'ai en dessous. C'est rien de plus. Voilà, faut pas. Effectivement, Redux Toolkit a sa syntaxe, sa manière de faire, mais c'est vraiment un changement de syntaxe plus que vraiment repenser Redux. Donc, ce add case, il me dit, il attend un action creator en paramètre. Un action creator, alors un action creator ou un action type. Donc, du coup, on va aller prendre ça. Et ici, je lui file son premier paramètre. Et en deuxième paramètre, c'est une fonction reducer. Donc, c'est encore une fonction de... Donc là, ouais, donc on ne rentre pas dans un callback L, mais effectivement, il y a du callback de callback. Et donc, ça reçoit comme premier paramètre le state. Donc, littéralement, je ne vous mens pas, j'ai juste changé la syntaxe d'un switch case. Donc, je prends mon case que j'avais en dessous dans mon switch case et je l'ai juste glissé ici. Je vais faire pareil pour la fonction de succès en glissant le code. Hop. Là, je reprends le export reducer et je vire tout le code mort. Et ici, ah oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que donc, en premier paramètre, c'est le state qu'on reçoit là, de ce builder add case, mais en second paramètre, on peut recevoir bien évidemment l'action. C'est vraiment un reducer comme ce qu'on avait avant. Et donc là, a priori, on espère du moins, ça marche toujours. On a bien notre fetch post pending, notre fetch post fulfilled. Ok, ça fonctionne très bien. Et bien, on va aller encore un petit peu plus loin. Ce que je vous ai dit, c'est que Redux imposait justement de devoir spreader, recréer des références, parce qu'on ne modifie jamais l'état initial, on en retourne toujours un nouveau. RTK, sous le capot, embarque une librairie qui s'appelle Immer.js et qui permet d'écrire ce genre de truc. Et ça fonctionne parfaitement. J'ai le droit d'écrire ça comme ça. J'ai le droit d'utiliser une syntaxe mutable pour faire de l'immutable. Donc c'est là où on perd un peu en compréhension de le fonctionnement de Redux, parce qu'il y a cette couche d'abstraction. En fait, ça nous évite de faire n'importe quoi, mais on comprend un petit peu moins bien ce qu'on fait. Du coup, j'ai bien mon chargement qui apparaît. Et j'ai aucune erreur en console. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment le droit de faire ça. Okay.
Eh ben, je vais aller l'écrire de la même manière, hop, pour l'autre. Le status sera égal à succide. Ensuite, hop, et je peux supprimer ça. Alors là, hop, en termes, j'ai quoi? J'ai des virgules là, et ça doit être bon. Et si je reteste, voilà, ça fonctionne encore bien. Ok, j'ai presque fini. Je vous montre un dernier truc et on va virer. Donc là, c'était pas le plus flagrant, c'est plus l'aspect agréable à utiliser et on ne se préoccupe plus de nos références, nos updates de références. Là, c'était un exemple assez simple, mais sur des states un peu plus imbriqués, ça peut vite devenir un peu pénible de justement gérer toutes ces références. Donc, je supprime aussi mon create action que j'avais tout à l'heure. Et je vais utiliser donc ce que je vous avais dit en début de talk, c'était Redux encourage d'utiliser là, donc, ces ID pour maintenir l'intégralité des ID qu'on va manipuler au sein d'une entité. Et ce champ entities, qui est un couple clé-valeur, où l'ID étant la clé et la valeur, effectivement, la donnée qu'on veut afficher. Donc, la dernière chose, et donc entity, donc il y a un dernier utilitaire que je vais vous montrer, c'est le create, hop, si j'arrive à l'écrire, create entity adapter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc, je vais le nommer post adapter. Et on va regarder l'autocomplétion pour voir les méthodes auxquelles on a accès. Le post adapter, il nous donne du addMedi, du add-one, du remove, du set, du update. Donc ça va être un utilitaire pour manipuler la donnée de nos stores. Et on va voir, on va encore pouvoir virer quelques lignes de code grâce à cet utilitaire. Alors, on voit qu'il a aussi une méthode getInitialState. On va voir ce que ça nous retourne. Je vais le console logger. Et là, si on regarde un petit peu, ça nous retourne en fait un entities qui est un objet vide et un ID qui est un IDs qui est un tableau vide. En fait, ce truc, je vais aussi pouvoir, alors là je vais gagner qu'une ligne, hein, mais c'est toujours ça de prix. Je vais venir remplacer ici, dans mon initial state, et j'ai toujours la même chose. Dans mon état initial, j'ai toujours mes IDs, mes entities. Et si je refetch, j'ai bien la même chose. Dernière étape, promis, et après je vous libère. C'est cette partie où j'avais dit effectivement il y a un peu de tambouille, effectivement le reducer, c'est là où on va faire un peu de calcul pour déterminer le prochain state. Grâce aux adapteurs, tout ce que je fais ici, tout le traitement un petit peu compliqué parce que je reçois un tableau d'objets, bah là j'ai besoin de faire un reduce, j'ai besoin de faire un map pour récupérer les ID. Le pôle adapteur, je peux faire un add many, il prend en premier paramètre un state, je lui donne, et il prend en second paramètre des entities. Les entities, elles peuvent être soit des tableaux d'objets, soit des objets qui sont un couple clé-valeur où l'ID est la clé et la valeur, effectivement, la donnée qu'on veut afficher. Et bien moi, vu que je récupère un tableau d'objets via mon action.payload, pour rappel, voilà, je le récupère ici, c'est de ce que je retourne de mon create async, je le récupère ici, mon action.payload, je peux supprimer tout ça, et ça compile bien, et ça fonctionne toujours. Si on regarde en termes, je ne me rappelle plus en termes de nombre de lignes de code, je vais juste faire un diff rapide. Hop. Tac, gitco, final. Ah non, mince, oui, forcément. Tac, de starter. Donc on est à 70 lignes à peu près, et de base, on partait voilà, de 94 lignes. Donc on a gagné une vingtaine de lignes. Sur les PA, effectivement, ce qu'on observe, nous, on gagne à peu près, dans les migrations qu'on est en train de faire, on gagne environ un tiers en termes de lignes de code. Il y a 30-33% du code qui dégage, enfin, purement en termes de lignes de code. Et en plus, on a quelques bonus. Voilà pour la partie code. J'ai 2 slides, et après, j'ai vraiment fini. Hop. Donc du coup, si je devais vous faire un Rex perso sur RTK, ça facilite l'usage de Redux, mais du coup, ce n'est pas un outil miracle. Alors, c'est un peu voilà, cette dualité entre l'outil et l'usage. Est-ce que du coup Redux est un mauvais outil ou est-ce qu'on l'utilise mal? C'est un peu ça, mais en fait, RTK, ça va vous aider à bien utiliser Redux. J'ai déjà évoqué. Moi, ça m'a aussi fait découvrir plein de choses sur Redux, notamment cette notion qu'il fallait un tableau d'entities, et du coup, non, qu'il fallait des entities et aussi un tableau d'ID. Ben, c'est grâce à RTK, moi, que je l'ai découvert. Ça m'a permis aussi de mieux architecturer mon store, et du coup, ça m'a aidé à suivre les bonnes pratiques. Après, comme ça, ça a ce côté où ça va abstraire pas mal de choses. On va un petit peu moins bien comprendre comment fonctionne la librairie en interne. Et du coup, j'ai vraiment fini. Et je crois que je suis désolé, j'ai dépassé le temps. Mais si vous avez des questions, c'est vous qui me dites, Flo, Antoine.
S'il y a le temps pour 2-3 questions. Ouais, on a 5 minutes pour les questions. Il y a Mickaël qui a le micro qui peut vous passer si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà, on peut peut-être applaudir Max. Merci. Merci, monsieur Caron. Je vois une question par là-bas, Mickaël. Vas-y, il veut faire l'attraction du soir, il veut lancer un micro. C'est bon. Prêt? J'ai réussi. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. J'avais une question à propos de l'immutabilité. Ouais. Comme du coup, c'était mutable, est-ce que ça reste mutable uniquement dans la fonction de Redux Toolkit ou est-ce qu'après, au niveau des composants, par exemple, on peut aussi permettre la mutabilité directement? Non, parce que du coup, ce que rajoute Immer, c'est qu'il va friser l'intégralité de tes objets. Du coup, effectivement, tu ne pourras pas faire de modif. Et en plus, moi, j'ai montré une modification des références dans Reducer. Mais même si tu modifies une référence dans un composant, tu vas aussi avoir l'erreur qui va apparaître en console. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors du coup, moi, je ne suis pas développeur front-end. Ouais. Je me posais la question, c'était possible d'utiliser le toolkit sans React? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est le cas le plus commun, c'est que le couple React-Redux, c'est très connu, mais tu peux utiliser Redux avec Vue, avec Angular, ou même côté Node. Ouais, on a une équipe à Bedrock qui fait du Redux et c'est quoi RDK? RDK, oui. C'est de l'Open Graphic Light pour du rendu dans des box opérateurs et ils font du Redux avec. Oui. C'est juste un moteur d'état. En fait. Oui. Et super. Autre exemple, le framework Gatsby utilise Redux, lui, mais uniquement côté Node. Voilà, c'est pas pour afficher de la donnée au client, c'est uniquement côté Node, lui, pour gérer les pages qu'il doit générer. Okay, super, merci. Est-ce qu'on est bon pour les questions? Eh ben, on va se laisser 2 minutes de pause, l'histoire de se resetup avec Flo, et on enchaîne avec la conf. Encore un petit peu d'applaudissements pour Max. Oh, tout le monde.